Nous allons passer un duo. Christophe Perel est ingénieur polytechnicien de plus l'ENSTA. Il évolue depuis plus de 15 ans chez MBDA sur des fonctions clés en algorithmique, système de défense et data. Aujourd'hui, Data Project Lead est responsable du Data Office Engineering France. Il structure sa stratégie data et pilote les équipes de data scientists au service des métiers d'ingénierie. Et je vais tout de suite présenter son collègue, donc ingénieur super-héros, spécialiste IA et data, Maxime Leroc, travaille également chez MBDA sur les systèmes de défense du futur. High-Tech Lead, il définit les architectures et feuilles de route IA, développe des plateformes Gen AI et pilote des projets data stratégiques en lien avec les équipes de l'ingénierie. Je vous laisse la parole, messieurs. Et vous avez le droit à 20 minutes seulement tous les deux. C'est noté. On va faire de notre mieux, c'est prévu. Passer celle-là. Hop. Alors bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors moi je vais vous présenter en quelques mots très rapides MBDA et l'expertise chez nous. Vous verrez qu'il y aura un peu de redite avec ce qui a été présenté ce matin, donc on est en ligne. Et après je laisserai Maxime vous présenter deux cas d'usage un peu plus concrets sur ce qu'on développe dans mon équipe en termes d'IA au service de nos experts chez MBDA. Alors tout d'abord pour commencer, je pense qu'MBDA vous devez connaître, mais en tout cas j'ai remis quelques mots ici sur MBDA. Donc groupe européen multinational, leader dans la conception de systèmes d'armes complexes. Donc aujourd'hui on a dépassé les 20 000 salariés dans le monde entier. Dans cette population-là, on a environ 60% d'ingénieurs et de techniciens et une population en forte croissance, donc qui amène des sujets autour de l'expertise et de l'IA qui peut aider cette transmission de savoir. Donc ça fait un peu plus de 50 années d'expertise et de maîtrise technique reconnue au sein d'MBDA et à l'extérieur dans la conception de missiles et de systèmes de missiles complexes, voire même de plus en plus complexes, de plus en plus avancés pour traiter les menaces qui elles-mêmes sont également de plus en plus complexes. Donc tout ça nous amène à avoir développé une base de compétences nécessaires et mettre au centre l'expertise de tout ça pour pouvoir garantir une autonomie technologique et également souveraine pour développer ces systèmes dans le monde de la défense. Donc je vais vous introduire maintenant un petit peu l'expertise. Donc chez nous, l'expertise, donc ça a été déjà bien discuté ce matin. Merci Patrick Tégédor d'avoir introduit le sujet parce qu'on est clairement dans la suite de ça. Donc aujourd'hui, l'expertise se matérialise par environ 120 domaines techniques regroupés en 7 macro-domaines. En fait, ces domaines techniques, ça couvre tous les métiers de l'ingénierie, de la production, du support client et également tout ce qui est technologie actuelle, voire même future, l'IA, le quantique, etc. Donc énormément de domaines techniques. En 2025, ça représentait un peu plus de 600 experts, donc répartis, comme on l'a vu ce matin, en différents niveaux d'expertise. Aujourd'hui, on en a 6. Et avec un accompagnement tout au long de la carrière pour pouvoir accompagner nos collaborateurs dans cette filière d'experts et également un accompagnement pour travailler sur l'adéquation entre la répartition par nation, par domaine, par seniorité vis-à-vis de nos enjeux business et également vis-à-vis des technologies qui évoluent sans cesse, donc les technologies actuelles et les technologies futures. Chez nous, le triptyque, on en a vu un ce matin sur la définition de l'expertise, on a plutôt ce triptyque-là, on reconnaît des choses similaires. Donc la connaissance, l'expérience et également le comportement, puisque l'expert doit aussi transmettre son savoir. Et c'est un peu la problématique qu'on se pose depuis toujours et encore plus aujourd'hui. Comment faciliter le partage des connaissances des experts? Comment capitaliser au maximum sur l'expérience de nos experts, sur l'expérience de tous les projets qu'on mène, sachant qu'on parle là de domaines techniques de plus en plus pointus, de plus en plus compliqués. Donc naturellement, on en vient à réfléchir à l'apport de l'IA sur cette question-là. En particulier l'IA générative. Nous, on voit ça comme un outil puissant, alors pas pour remplacer des experts, on l'a dit déjà ce matin, mais plutôt pour accompagner les experts, sachant que dans notre domaine au contexte défense, on est soumis à de nombreuses contraintes. Donc déjà, par rapport aux données qu'on manipule, les données qu'on manipule dans le domaine de la défense sont toujours associées à des niveaux de sensibilité. Dans le monde de la défense, on parle de classification de défense. Il y a les notions de droit d'en connaître. Ce n'est pas parce que je suis habilité d'un certain niveau que j'ai le droit de tout savoir sur tous les programmes de ce niveau-là. Donc ça, c'est le droit d'en connaître. Et après, tout ce qui est commun aussi à plein d'autres entreprises, la propriété intellectuelle, etc.
Face à ces enjeux-là de contraintes, eh ben, en fait, se cachent derrière plusieurs concepts. Des concepts qu'on doit respecter, la ségrégation des données, l'authentification des utilisateurs. On parle beaucoup de souveraineté des solutions qu'on va déployer, de déploiement on-premise, éviter d'utiliser des clouds d'autres pays sur des solutions où on veut garantir la souveraineté. Et derrière tout ça, de la gouvernance sur les solutions, les données et tout ce qu'on met en place. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite intro. Ça pose un peu les bases de MBDA, du besoin d'expertise derrière et l'utilisation de l'IA, avec beaucoup de contraintes. Et je vais laisser Maxime vous présenter des cas d'usage assez concrets et avec prise en compte, bien sûr, des contraintes que j'ai citées. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à tous. Donc, dans cette présentation, je vais vraiment essayer de faire un focus sur le thème du colloque, comment enrichir l'expert et l'expertise via l'intelligence artificielle, mais aussi, on a entendu parler ce matin, comment l'expert et l'expertise peut enrichir l'intelligence artificielle. Donc pour cela, je vais vous montrer dans ce cadre très contraint industriel comment nous, on a implémenté certains cas d'usage pour apporter ces réponses. Alors, je voulais commencer par une petite vue d'ensemble qui ne se veut pas forcément du tout exhaustive. Et c'est vrai que je voulais faire un rappel. Dans cette présentation, je vais parler exclusivement d'IA générative. Mais il faut bien savoir qu'à MBDA, on développe également des systèmes à base d'IA plus classiques, de machine learning, deep learning, on a parlé de reinforcement learning également ce matin. Mais ici, on va s'intéresser uniquement à quelques façons d'enrichir l'expert via l'IA générative. Alors, ça ne se veut pas exhaustif, mais pour moi, il y a quand même deux grands domaines qu'on ne peut pas rater dans l'enrichissement de l'expert via l'IA. Le premier volet, pour moi, c'est comment faciliter le partage de connaissances de l'expert. Donc, Christophe l'a mentionné, c'est vraiment une tâche qui est essentielle pour l'expert au cours de sa carrière. Il va accumuler un certain nombre de connaissances via ses travaux et via ses recherches. Et donc ces données d'expertise, il faut pouvoir les partager le plus facilement possible aux différents collaborateurs, surtout au sein d'une entreprise, d'une industrie qui se renouvelle, avec beaucoup de collaborateurs qui sont assez jeunes, un turnover qui peut être assez important et un besoin d'embauche qui est assez fort. Donc, comment rendre l'expertise technique plus accessible à tous, c'est un des premiers sujets auxquels l'IA peut apporter une solution. Et dans un deuxième temps, ces données d'expertise, on peut aussi en tirer un petit peu plus de valeur que ce qu'on fait actuellement. On peut créer des liens qu'on ne pouvait pas créer avant, faire des synthèses, en résumé, créer de la valeur. Donc c'est le deuxième thème. Un dernier point qui est central pour l'expert à MBDA, du moins, l'expert va souvent être amené à faire diverses présentations dans des colloques comme celui-ci, dans des présentations pour des programmes. Et donc, retranscrire ces différentes paroles, si la personne n'était pas présente à la réunion, des slides ne vont pas forcément suffire à contenir toute la connaissance qui va être induite. Et donc, pouvoir les retranscrire, les résumer, les valoriser, c'est un aspect que l'IA peut également améliorer. Enfin, le deuxième volet, c'est l'aide au quotidien de l'expert, dans un rôle là où on n'est plus sur le partage de connaissances, mais sur le maintien de sa compétence technique. Donc, il est amené à faire de la veille technologique, c'est une part importante de son travail. Et donc pour ça, on a mis en place des outils qui permettent de l'aider à résumer tout ce qui va être articles scientifiques, thèses, newsletters et divers articles, qui lui permettent en fait de voir assez rapidement sur lesquels se concentrer pour avoir une lecture un petit peu plus poussée par la suite, et donc de gagner du temps au final pour se concentrer sur l'essentiel. Un dernier point, peut-être un peu moins important, mais encore une fois, pour faire gagner du temps à l'expert, c'est l'aide à la rédaction, l'aide à la traduction, l'aide à la génération de templates métiers, pour qu'en fait, lui, l'expert, se concentre uniquement sur ce qui va l'intéresser, la connaissance qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise. Donc on n'aura pas le temps de tout aborder dans cette présentation. C'est pourquoi je vais vous présenter deux cas très concrets qui adressent le volet de gauche du partage de connaissances. Et pour ça, je vais commencer par la valorisation des données d'expertise. Donc là, on va reprendre un des 120 domaines que Christophe a présenté en introduction. Ici, il s'agit du domaine des composants électroniques. Donc, dans ce domaine, on a un laboratoire au sein de l'entreprise qui s'appelle le laboratoire CTP, qui fait des analyses depuis un petit peu plus de 30 ans sur tout ce qui va être composants électroniques, systèmes et sous-systèmes de l'entreprise, qui vont concerner en fait l'ensemble des programmes de MBDA. Cette base de données, constituée depuis plus de 30 ans, comporte un peu plus de 20 000 documents. Ce sont des rapports d'experts, de qualification sur tous les systèmes et les composants électroniques. C'est une base vraiment monumentale de connaissances et faite par des experts qui ont une reconnaissance qui va au-delà de l'entreprise. C'est un rayonnement national puisque ce laboratoire
en fait, voilà, une voie au chapitre interindustriel. Ils vont même réaliser des études qui vont pour d'autres industriels. Et donc ces rapports sont rangés et labellisés dans une base donc, qui a été constituée depuis toutes ces années, dans laquelle on va savoir est-ce que c'est un rapport qui va concerner une qualification, une défaillance, quel composant, pour quel fabricant, et dans quel cadre on a eu la défaillance, s'il y en a eu une. La problématique actuelle que rencontrent ces experts, c'est de partager déjà ces études entre les différents experts du domaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des centaines de rapports qui sont produits par an. C'est difficile de communiquer, même si on a des groupes de travail entre collègues, de pouvoir vraiment communiquer sur tout ce qui a été fait et de partager ces études. Ensuite, c'est de mieux valoriser le savoir accumulé. Quand on va faire une étude sur différents composants, parfois, prendre le temps de prendre du recul et de faire une synthèse sur l'ensemble des défaillances qui ont pu être constatées sur un composant, ça peut prendre du temps et l'IA peut nous aider à cela. Enfin, améliorer le processus d'analyse, évidemment. On a un nouveau défaut qu'on rencontre. Est-ce qu'il n'y a pas une étude qui a été faite il y a quelques années que l'expert aurait potentiellement oublié, ou alors l'expert n'est pas disponible, on ne sait pas à qui s'adresser potentiellement sur le sujet, et donc avoir un outil qui nous permettrait de dire ok, cette étude-là, elle peut potentiellement t'aider à analyser ce nouveau cas d'usage, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Je vais vous montrer un petit peu après comment on l'a implémenté en interne. Je vais vous présenter le deuxième cas d'usage qui concerne l'expertise technique. Donc on n'est plus sur un domaine en particulier, mais sur l'expertise au sens large de nos systèmes. On va parler de la documentation technique utilisateur. Donc c'est une documentation que l'on fournit aux clients, notamment, qui va comporter plusieurs milliers de pages avec des centaines de procédures par documentation. C'est vraiment extrêmement complexe parce que les systèmes, comme l'a dit Christophe, sont très complexes, de plus en plus. Et il y a le système décrit, il y a des milliers de références, il y a des centaines d'acronymes. Et donc c'est difficile pour les collaborateurs et également pour les clients de trouver une information précise à l'intérieur, surtout quand on le livre uniquement au format manuscrit, de naviguer parmi ces milliers de pages. Donc cette connaissance, qui est une connaissance experte, elle est diffusée auprès des rédacteurs, de ce qu'on appelle le support produit. Ce sont des ingénieurs en fait, qui vont permettre de répondre aux demandes du client. Également aux assistants techniques qui sont au plus proche du client et des clients eux-mêmes. Donc là, actuellement, comme je l'ai dit, potentiellement, les problématiques, ça va être de retrouver une procédure précise face à un besoin de maintenance, d'obtenir la description ou la référence d'un composant si on veut recommander une pièce, ou alors de comparer l'évolution d'une version d'une documentation à l'autre. Et donc pour ça, on a mis en place une plateforme d'IA générative qu'on a développée complètement en interne à MBDA, où le but c'est d'être le plus proche de ce qu'on pourrait trouver dans le public, sur le marché. L'utilisateur pourrait poser une question à une interface de type chatbot, et cette interface en fait, va se baser derrière une architecture qui sera multi-agent, basée sur des LLM qui vont être des modèles de langage, des grands modèles de langage, qui vont être déployés en interne, ce qu'on appelle on-premise, sur site MBDA, pour ne pas avoir recours à un cloud sur lequel on ne maîtriserait pas nos données. Cette architecture multi-agent va également pouvoir s'appuyer sur un concept qu'on a nommé data room. En fait, une data room, c'est un ensemble de documentaires précis qui va être lié soit à un domaine d'expertise, soit à un métier, soit à un projet, sur lequel on va regrouper l'ensemble des documents de ce projet. Donc si je reprends l'exemple, par exemple, du domaine d'expertise des composants électroniques, on va pouvoir créer cette data room qui va contenir les 22 000 rapports depuis plus de 30 ans d'expertise sur ces composants. Et donc, l'agent pourra aller piocher dans cette data room pour obtenir des réponses précises liées à la question de l'utilisateur. Pourquoi on a créé ce concept de data room? C'est pour assurer donc, les notions de sécurité que Christophe a évoquées en entrée. Parce que grâce à l'authentification des utilisateurs qu'on va avoir en amont, on va pouvoir ségréguer les données en fonction de leurs droits et leur donner accès uniquement aux données et donc aux documents qu'ils pourraient voir. En sortie, ce qu'on va pouvoir fournir derrière à l'utilisateur, c'est une réponse qui ne prendra pas pour argent comptant forcément, mais également la source, via le principe de RAG qui a été évoqué ce matin, la source de la réponse utilisée par le chatbot. Donc ça permet aussi de donner des pistes à l'utilisateur, au collaborateur ou à l'expert, pour aller creuser et aller plus loin, pour aller chercher des informations et gagner du temps directement dans les bons documents. Donc derrière, via cette architecture, on va pouvoir gérer donc, les problématiques de gouvernance, de sécurité et de souveraineté. Nous maintenons l'ensemble de l'architecture en interne via ces LLM déployés localement. Ce sont des petits modèles, on pourra revenir si vous voulez via les questions à ce que l'on utilise.
Et là, je vais vous montrer du coup comment on répond aux différents cas d'usage via cette architecture. Donc là, potentiellement, l'expert du domaine des composants électroniques pourrait poser comme question: synthétise-moi l'ensemble des défauts apparus sur le composant A. Et l'agent d'IA, enfin les agents d'IA orchestrés vont pouvoir aller chercher à l'intérieur de la data room des composants électroniques les différents rapports et donc faire une synthèse en disant bah voilà, j'ai retrouvé ce défaut thermique sur tel et tel programme, ce défaut mécanique sur un autre programme. Et donc on va gagner énormément de temps et créer de la valeur sur ce qu'on n'avait pas fait auparavant. Pour le partage de l'expertise technique, le support produit pourrait poser comme question voilà, une demande du client qui partage un code d'erreur, et au lieu d'aller chercher perdre du temps à chercher dans la documentation dans un premier temps, il pourrait avoir des pointeurs vers quelle bonne procédure regarder. Donc là, on a mis en place des mécanismes qui permettent de vérifier déjà si l'utilisateur dispose bien du personnel qualifié pour faire la maintenance, des éléments de maintenance comme les outils ou les pièces détachées, et ensuite de pouvoir dérouler la procédure, ou du moins pointer vers le bon endroit de la documentation pour dérouler la procédure. Ça permet de répondre à d'autres types de questions que j'ai mis ici comme exemple. Par exemple, voilà, un défaut similaire a-t-il déjà été analysé dans le cadre des composants électroniques? Ou alors, quelle est la référence fabricant d'un certain composant du manuel utilisateur? Ou alors, pour le rédacteur également, c'est intéressant de savoir, de connaître les évolutions entre deux documentations. Quand la documentation fait plusieurs milliers de pages, c'est assez intéressant à voir. Et donc sur cette slide, un petit peu de conclusion. En fait, j'aimerais revenir sur des termes qui ont été dits ce matin, qui me paraissent vraiment très intéressants. C'est un peu tout le sens de cette slide. Ce matin, on a parlé d'experts comme garde-fou et comme chef d'orchestre. Et en fait, je trouve que c'est vraiment très à propos comme expression. L'expert, il a vraiment un rôle primordial pour permettre le passage à l'échelle de ce type de solution d'IA générative. Son rôle est vraiment central. Pourquoi? Parce que déjà, comme pour tout système d'intelligence artificielle, de machine learning classique qui va utiliser la data est vraiment le vecteur principal de performance de ce type de système. Et la data, elle, est maîtrisée par l'expert en amont. Donc, en effet, pour avoir la bonne recherche qui va nous permettre de trouver le bon document, la bonne procédure, le bon rapport, il faut qu'en amont, la donnée ait été structurée, contextualisée, labellisée, pour avoir cette indexation plus facilitée qui permet une recherche plus facile. Et qui est capable de faire ce travail, d'identifier cette référence documentaire? Qui d'autre que l'expert qui, lui, connaît sa donnée et sait où se trouve l'information. De la même manière, donc on parlait de garde-fou, c'est également l'expert qui saura dire si l'outil est correct, quand on va pouvoir essayer de le déployer un petit peu plus à l'échelle, de l'évaluer, de dire voilà, cette réponse elle est complète ou incomplète, il manque des informations, il manque des documents, ou ce document-là ne devrait pas être utilisé. Donc c'est grâce à lui qu'on va avoir du feedback pour garantir une amélioration continue de l'outil. Donc pour moi, je vois vraiment l'IA, en tout cas l'IA générative dans ce cadre, comme un véritable partenaire de collaboration pour l'expert, ce qui va lui permettre de valoriser et de mieux partager sa connaissance, de mieux effectuer sa veille technologique et de l'aider au quotidien via la transcription ou la rédaction facilitée. Il nous reste cependant de nombreux challenges pour passer à l'échelle, donc ça a été évoqué avant pour tout ce qui est régulation. Il y a des challenges techniques évidemment qui persistent, notamment parce que les données d'expertise sont très complexes par définition. Il y a des nombreux schémas qui sont, en termes de multimodalité, complexes à appréhender pour un LLM. Un vocabulaire technique spécifique au métier qui est également dur à acculturer. Il y a un deuxième volet qui est plus d'accompagnement, l'accompagnement des experts et des utilisateurs pour mieux utiliser ce genre de capacité. Comment adopter l'utilisation de ce type d'outil, comment bien l'utiliser pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce que va dire le LLM, bien vérifier la source. Donc il y a tout un travail d'ergonomie également. Et enfin, le dernier point, donc même si j'ai évoqué, on répond à des garanties aujourd'hui déjà de gouvernance de sécurité, il y a encore un travail pour passer à l'échelle, surtout si on veut se conformer à toutes les régulations au niveau de l'AI Act, et un travail également éthique pour s'assurer que les réponses fournies par ce type d'outils respectent les chartes d'éthique de la politique de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bravo et merci. Une question. Merci pour le respect du délai. Merci, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du degré de satisfaction des utilisateurs, du niveau d'appropriation par les experts, et puis quel est le gain que vous avez pu éventuellement mesurer? Le gain, ce n'est pas forcément des coûts, ça peut être aussi... Oui. Donc c'est une excellente question. Donc c'est vraiment important de mettre en place un processus
de KPI pour bien mesurer les gains dans ce genre de cas. Aujourd'hui, on reste sur une petite échelle. On préfère bien acculturer les experts qui vont utiliser cette technologie. Donc, en termes de ressenti, donc ce qui va être vraiment immatériel, aujourd'hui, les experts sont plutôt bluffés par les capacités qu'ils n'imaginaient pas pouvoir être déployables en interne au sein d'une entreprise à court terme. Donc, ils sont plutôt satisfaits en termes de capacité, on va dire générique. En termes de performance, ça va dépendre des domaines et des données en entrée. Si je reprends le domaine les manuels utilisateurs, on a un taux de bonne réponse sur nos datasets d'évaluation qui va dépasser les 80-90%. Donc c'est plutôt excellent, mais parce que la donnée en entrée va être extrêmement structurée et fiable. On a eu des expérimentations qui se sont moins bien passées, avec des experts qui avaient des choses à redire, ce qui est normal, parce que les données d'entrée aussi, c'était un petit peu un fouillis, c'était un peu le fourre-tout, et on pensait que l'IA allait aussi pouvoir magiquement résoudre des problèmes de management de la donnée aussi en amont. Donc en fait, ça va vraiment dépendre des cas d'usage que l'on va avoir, mais globalement, la capacité de base à mettre dans la main des experts et bien les accompagner, ils en sont satisfaits, et le fait de les suivre au quotidien, ça permet aussi de les faire continuer à utiliser l'outil au cours des évolutions qu'on mène en place. Moi, j'avais une question relative à l'utilisation de l'IA, mais tournée plutôt vers l'extérieur, dans le cadre de l'identification un petit peu d'innovation, voir s'il y avait des acteurs de petite taille, des petites startups qui innovaient, qui pourraient potentiellement vous intéresser plus tard. Donc, est-ce que vous utilisez des IA, des algorithmes, pour scanner un peu toute la toile, voir s'il y a des dépôts de brevets, voir s'il y a des recherches qui ont été faites pour des domaines que vous n'avez peut-être pas encore explorés, mais qui pourraient potentiellement vous intéresser plus tard? On est plus sur le thème de la veille technologique. Aujourd'hui, non. C'est bon, pardon. Je disais aujourd'hui non. Pourquoi? Parce qu'en termes de restriction de sécurité de l'entreprise, on nous interdit d'aller, ce qu'on appelle scraper Internet pour aller faire cette veille. Donc aujourd'hui, c'est impossible. Après, c'est des choses qu'on essaye de commencer à négocier, on va dire, avec toute la sécurité. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il y a encore le travail, on va dire, quelque peu manuel de l'expert qui va connaître où chercher l'information. Mais en effet, on peut passer à côté de certaines sources qui ne seraient pas scrappées. Alors moi, j'avais aussi Oui. une question. Ah, pardon, tu voulais. Pardon, bonjour. Lorsque vous interrogez l'IA sur une des questions là, que vous avez posées, est-ce qu'elle vous répond « mais je n'ai pas pu consulter tel data room et tel data room parce que vous n'avez pas le droit d'en connaître » Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est une question de sécurité également. Le fait de savoir qu'une information existe par ailleurs qui pourrait répondre à la question peut être sensible également. Donc on a pris le parti de ne pas rendre accessible le fait que l'information existe autre part et de limiter après. On préfère séparer logiquement et ne pas rendre l'information accessible en amont plutôt qu'en aval. Et du coup, je voulais justement savoir, vous avez présenté votre plateforme qui s'appuyait donc sur un chatbot qui lui-même, dans sa structure, agglomérait plusieurs types de LLM. Alors, vous nous direz peut-être lesquels, mais ma question, c'était pourquoi vous n'avez pas développé vous-même votre propre IA, étant donné le niveau de sécurité qui est imposé par votre activité? La première réponse, la plus simple possible, c'est le coût. C'est vraiment extrêmement coûteux de développer son propre modèle LLM en interne. On préfère se baser, on n'a pas forcément non plus cette expertise technique, je dirais. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on travaille avec des partenaires externes, notamment académiques. On a des travaux là-dessus. Pour avoir des gains à plus court terme, c'est pour ça qu'on a choisi de partir sur des modèles open source. Aujourd'hui, on utilise des modèles qui sont des relativement petits modèles qui vont entre 8 et 30 milliards de paramètres, qui sont aussi des fournisseurs plutôt occidentaux, français, canadiens. Mistral peut-être? Type Mistral notamment, en effet. Aujourd'hui, il y a une gouvernance de l'entreprise qui interdit également d'utiliser des modèles chinois en interne, donc on est principalement sur des acteurs européens. Merci. Merci pour la clarté de votre exposé, passionnant.